Bonjour François Thomas, Bonjour Émeric. merci énormément de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le tout premier studio Jeune Marine aux Assises de l'économie de la mer de Bordeaux, sur cette toute première édition qui est en partenariat avec le cluster maritime français, CMB Tech et Euronav. Tu es le président d'une association humanitaire, SOS Méditerranée. SOS Méditerranée vient en aide aux naufragés de l'exode migratoire en Méditerranée et votre association opère un navire, l'Ocean Viking, et nous souhaitons en savoir un petit peu plus sur votre action et surtout sur les techniques de survie qui pourraient aider les marins français à faire évoluer le modèle. Alors, François, je suis très heureux de te recevoir ici, ça fait quelques années qu'on se connaît. Tu es un ancien élève de l'ENMM, tu es le président de SOS Méditerranée avec une longue carrière chez Dreyfus. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé à la présidence d'une telle association? Merci de l'invitation Émeric. Oui, alors c'était un rêve d'ado de rentrer à l'Hydro, de faire l'école marine marchande. Alors j'ai eu une chance extraordinaire, j'ai réalisé mon rêve. Et ça fait 50 ans, je réalise que ça fait 50 ans cette année que je Ouais, suis rentré à l'Hydro en première année au Havre. d'accord. Euh, j'ai fait tout le parcours normal de capitaine première classe. Lorsque j'ai eu mon brevet, après avoir navigué chez Louis Dreyfus Armateur, j'ai arrêté de naviguer. J'ai fait un master transports internationaux, qui était un troisième cycle de Subdeco Marseille. Et je me suis reconverti d'abord une année à terre dans la manutention portuaire au Cameroun. Ensuite, j'ai travaillé une douzaine d'années dans une entreprise de consulting, la IGS, une Ouais, très grande entreprise, où, dans laquelle nous avions un très gros contrat avec l'Union européenne pour la d'accord. DG développement et pour ECO. Et j'étais porte-capitaine, conseiller pour des différentes missions. Mais Euh, alors attends, où est le lien avec SOS Méditerranée? alors, le lien avec. Donc, j'ai fait toute ma carrière maritime. Ensuite, je Ouais, suis allé chez Louis Dreyfus Armateur comme directeur QHSE DPA. Et puis, SOS Méditerranée, c'est une association de sauvetage en mer. oui, Alors, un peu avant ma retraite, j'ai pris ma retraite le 1er janvier 2019. J'ai assisté à une conférence au Propeller Club de Paris, faite par d'accord. Francis Vallat, Ouais, qui était président de SOS Méditerranée. ouais, Et sauvetage en mer, en tant que marin à l'Hydro, ça nous parle, évidemment. J'étais déjà impressionné, épaté par l'action de cette association qui nous avait été présentée, puisque j'étais au comité sécurité d'Armateurs de France. d'accord. Et puis je suis allé voir Francis, je lui ai dit, voilà, je veux devenir bénévole. Pas président, non, bénévole. 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 Et puis Francis voulait se retirer, il a arrivé à me convaincre de devenir président, Il a c'était un pas fort pouvoir prévu. de persuasion. Voilà, il avait un fort pouvoir de persuasion et il a fait un bon travail comme président pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et donc, d'une manière totalement imprévue, j'ai été élu au conseil d'administration et dans la foulée, président de cette belle association de sauvetage en mer. D'accord, Voilà, donc ça fait maintenant, je suis à mon 6e mandat quand même. et je dois dire que grâce à tous les salariés, les bénévoles, et tout ce qui se passe, je pourrais développer un petit peu tout à l'heure, mais c'est une mission qui est pas facile, qui est prenante, mais où je reçois beaucoup aussi. Alors, justement, on va parler un petit peu de votre action. SOS Méditerranée opère un navire, l'Ocean Viking, au large de la Libye, Tunisie et de la Sicile. Ce navire est en quelque sorte un peu un chien de garde veillant à sécuriser les potentiels naufragés. Quelle est concrètement votre action et combien de naufragés assistez-vous tous les jours ou tous les mois? Alors, nous opérons dans les eaux internationales, c'est important de le dire, D'accord. euh, principalement dans la zone de recherche et sauvetage qui a été confiée à la Libye en 2018, Ok. parfois dans les eaux de la zone de recherche et de sauvetage maltaise, mais surtout dans la zone de recherche et de sauvetage libyenne. D'accord. Parce que c'est là qu'il y a les traversées les plus mortelles, c'est Ok. connu, c'est là que nous sommes en Méditerranée centrale. Depuis le début des opérations, premier sauvetage en mars 2016, l'association a secouru 41 172 personnes. Le chiffre est, 41 000. oui, 41 172. Le chiffre est précis parce que une vie n'a pas de prix, hein. Et ce qui est important aussi de dire, nous secourons des naufragés, des personnes, hein.
Donc, il ne faut pas mélanger tous les sujets sur les politiques migratoires, etc. Nous sommes au courant des naufragés. Alors, c'est la mission principale, le sauvetage en mer. Oui, Nous avons une autre mission, c'est la protection de ces personnes à bord, ces personnes qui d'accord. arrivent dans des états euh, psychologiques difficiles. Et puis, le témoignage. Le témoignage, il est très important pour dire ce qui se passe en Méditerranée, pour expliquer comment nous travaillons. Et puis, évidemment, le témoignage, nous avons besoin de dons, puisque le sauvetage coûte très cher, c'est 24 000 euros par jour. Donc, nous avons besoin de dons. 90% de notre financement est privé. 10% vient de collectivités principalement, de collectivités territoriales, des régions, des départements. La ville de Bordeaux, puisque nous sommes à Bordeaux, nous soutient également. Donc, c'est vraiment la mission principale, c'est le sauvetage en mer, mais avec une deuxième mission, protection, et une troisième, témoignage. Ah, alors justement, là, tu me parlais donc de 24 000 euros au jour, c'est une somme. J'imagine que venir en aide à un plaisancier ou à un pêcheur en difficulté, comparé à une embarcation surpeuplée avec des personnes qui n'ont peut-être pas forcément tous les moyens de survie, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour sauver ces gens et qu'est-ce que vous mettez en œuvre tous les jours? Alors déjà, là, il faut le détecter, ces embarcations en détresse. C'est à peu près un tiers par des détections aériennes, soit des relais d'avions comme Frontex, D'accord. soit d'avions d'ONG qui patrouillent. C'est également une veille visuelle qui est faite. La veille est évidemment doublée, triplée quelquefois ou quadruplée. Et puis c'est également une plateforme téléphonique qui s'appelle Alarm Phone qui nous indique des positions d'embarcations en détresse. J'ai embarqué cet été une douzaine de jours à bord de l'Ocean Viking. D'accord. La première détresse que nous avons eue était un relais de Frontex, mais l'embarcation a été interceptée par les gardes-côtes libyens. Ensuite, nos équipes ont effectué 2 sauvetages de 196 personnes en tout. Et là, c'était de la détection vraiment visuelle. C'est les veilleurs de SOS Méditerranée qui ont détecté ces embarcations. Moi, j'ai participé moi-même à la veille, pas à ce moment-là, mais cette veille est très importante. La preuve, c'est qu'on détecte des embarcations euh, qui, sont, qui sont perdues en mer, euh, qui n'auraient jamais été, parfois, qui dérivent pendant des jours et des jours. Donc c'est très important. Après, les techniques de sauvetage, vu que tu parlais de Oui. plaisanciers, de pêcheurs, sont complètement différentes. On se trouve face à des embarcations qui ont été poussées à la mer par des trafiquants d'êtres humains, par des passeurs sans scrupules. Donc les personnes qui sont là ne savent pas nager pour la plupart, elles n'ont pas de gilet de sauvetage, elles sont très vulnérables après avoir souffert beaucoup dans des camps en Libye, traversé le désert parfois. Donc des embarcations instables, surchargées. Cet été, les 196 personnes, c'était 2 embarcations en bois, double pont, les personnes entassées les unes sur les autres. Donc quelquefois, c'est des embarcations pneumatiques. Donc il y a des techniques de sauvetage qui sont très particulières, sachant que les personnes qui sont à bord sont épuisées, donc manque de force. Il y a des enfants, il y a des femmes, ils ne savent pas nager, ils n'ont pas de gilet de sauvetage. Et l'embarcation est instable. Donc il y a vraiment des techniques différentes selon le type d'embarcation. Et tous ceux qui naviguent sur des navires à passagers le comprendront, la gestion le crowd control, la gestion de foule, est un élément essentiel. Donc nos équipes doivent faire très attention à ce qu'on appelle l'effet aimant, le magnet, parce que dès que tu tends un gilet de sauvetage à ces personnes qui sont en détresse, ça peut créer un moment de panique, Hmm. d'attirance qui va déstabiliser et faire Un chavirer mouvement de l'embarcation. foule qui va. Voilà. Ouais. Donc, il y a toute une technique avec 3 ribs, D'accord. Donc trois canaux de les secours, pneumatiques. voilà, des semi-rigides de nos équipes. Et il y en a une personne qui va parler, qui va être debout, qui va parler en plusieurs langues pour expliquer comment on a à faire le sauvetage. Et s'il y a un mouvement de foule, un mouvement de panique, ils vont reculer. Donc il y a vraiment cette autorité. Tous les naufragés sont focalisés sur cette personne. C'est très important. Alors avec des techniques de sauvetage, d'approche qui sont différentes si c'est un pneumatique ou si c'est une embarcation en bois ou en fibre de verre. Mais c'est vraiment très très technique et avec une évaluation évidemment qui est faite pour la détresse. Tout est vraiment très contrôlé. Moi j'ai pu voir cet été, mais je le savais, mais c'est pas pareil quand on le voit.
c'est très impressionnant la technicité de ces sauvetages, le professionnalisme de nos équipes qui ne cessent de s'entraîner. Il y en a qui le font depuis des années, mais ils ne cessent de s'entraîner. Avant, lorsqu'une nouvelle équipe embarque, ils font des essais, des trainings la nuit, le jour, dans différentes conditions, pour être vraiment prêts à faire face à ces sauvetages très très difficiles. Et tout le monde est sauvé. Moi, je suis admiratif d'arriver à une telle technique. Donc c'est très particulier par rapport à d'autres types d'embarcations qu'on peut voir quand on naviguait. Oui, de gens qui étaient Voilà. en bonne santé et Voilà. que le navire Voilà. voilà, Enfin, a c'est sombré. très différent. C'est Voilà. très Alors, différent, ouais. maintenant, il peut y avoir aussi des naufrages difficiles dans nos métiers, dans la marine marchande ou dans la plaisance, Alors etc. justement, donc tu parles de conditions, et certaines fois de pathologies qui sont bien plus compliquées que juste une petite hypothermie, puisqu'il peut y avoir de l'antériorité bien plus grave. Euh, Comment tu vois des leviers à transposer sur le monde maritime marchand pour garantir une meilleure survie en mer par rapport à tout ce que vous venez de voir? Alors c'est très différent, voilà. C'est très différent puisque là, on est vraiment face à des personnes qui sont sur des embarcations surchargées, qui ont subi des traumatismes au départ Mm. de Libye principalement, il y a des enfants, des femmes, Oui, et qui sont on des part personnes pas qui ont été du même torturées. On ne point, parle quoi. pas du même, et puis des embarcations qui sont dégonflées, Mm. c'est vraiment on est sur une route Donc migratoire c'est avec du deux trafic choses d'êtres humains, différentes. donc les techniques ne sont pas du tout les mêmes. D'accord. Ce qui est commun, c'est que ce sont des personnes en détresse, des êtres humains, des visages, des histoires de vie. Donc c'est ça qui est commun, c'est qu'on ne laisse pas des gens se noyer, quels que soient, et ces personnes sont des naufragés, il n'y a pas de statut, Oui, oui, ce sont des vies humaines. oui, Donc oui. voilà, ça c'est le point commun. Après, les techniques ne sont pas les mêmes. D'accord. Alors j'imagine que la récupération de naufragés, c'est pas une passion pour toi. Le but final est que vous soyez enfin inutile, j'espère. Voyez-vous une lueur d'espoir dans le contexte actuel de resserrement des accès aux pays européens? Alors, le contexte, en effet, est très difficile. Mm. Euh, il y a vraiment un manque de solidarité européenne. Il n'y a pas de solidarité depuis des années envers ce qu'on appelle les pays de première arrivée, que sont l'Italie en particulier, mais également Chypre, la Grèce ou l'Espagne. Donc ça, c'est des politiques européennes. Et la solidarité peut-être aussi pour faire que ces gens-là puissent rester tranquillement dans leur pays et Oui, vivre correctement dans leur ça pays c'est peut-être c'est aussi. des politiques de développement. Il y a toutes sortes c'est très compliqué, mais il ne faut pas Mm. oublier quand même que 80% des migrations se font en Afrique. Oui, Enfin, dans le monde entier, c'est quand même à l'intérieur d'un pays ou dans les pays limitrophes, africain. hein. Donc ça, c'est quand même une réalité. Après, il y a de l'espoir, oui. Moi, j'y Oui, crois beaucoup. J'ai eu la chance d'embarquer 12 jours sur le bateau cet été, et quand je vois les équipes médicales, équipe marin-sauveteur, et puis également même l'équipage, puisque nous affrétons un bateau, c'est un bateau pavillon norvégien, la solidarité de ces personnes, leur dévouement, hein, c'est pas uniquement tendre la main à des personnes qui vont se noyer, mais ensuite on tend cette main à ces personnes vulnérables à bord qui ont tellement souffert pour les nourrir, pour les réconforter. Ça, c'est de l'espoir. C'est aussi l'espoir, c'est les plus de 800 bénévoles maintenant qui nous accompagnent. Moi, il y en a ici à Bordeaux qui font un travail formidable, les salariés, et puis les plus de 35 000 donateurs qui nous soutiennent, et puis quand même beaucoup de messages de solidarité. Moi, je crois quand même qu'il y a dans cette... vous avez quand même 35 000 ouais, donateurs. plus de 35 000 donateurs. Donc ça, c'est un espoir aussi. Il ne faut pas oublier cette lumière dans tous ces naufrages, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a plus de 30 000 personnes qui ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014. Ce sont des chiffres des Nations Unies. Et on sait que ces chiffres sont sous-évalués, parce qu'ils ne tiennent pas compte Oui. des personnes qui disparaissent sans témoin. Depuis le début de l'année, c'est plus de 1700 personnes qui ont perdu la vie en Méditerranée. Nous avons nous-mêmes sauvé plus de 1700 personnes, mais on ne peut pas se satisfaire de ça quand on sait qu'autant de vies humaines sont perdues. Donc, il y a l'espoir, c'est cette solidarité quand même, ces soutiens que nous recevons. Et nous allons continuer. Oui, tu le dis, on aimerait bien s'arrêter, qu'il n'y ait plus personne. Mais malheureusement, la situation géopolitique fait que on va continuer C'est pas et encore on ne pour baissera maintenant. certainement pas les bras. En tout cas,
moi, c'est un cadeau de tout ce que je reçois des personnes qui m'entourent. Alors, c'est pas facile, oui, c'est pas facile. Je dois dire que on reçoit des coups. Psychologiquement, c'est pas toujours facile Je me d'être face doute. à ces situations, mais on se serre les coudes et c'est une mission absolument formidable. Moi, je suis épaté par toutes les personnes qui m'entourent. Bah, merci beaucoup François de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Toutes mes félicitations pour ce très bel engagement. J'espère effectivement que vous soyez inutile le plus rapidement possible et que tout aille pour le mieux. Et merci à tous de nous avoir rejoints donc sur ce premier studio Jeune Marine aux Assises de l'économie de la mer en partenariat avec le Cluster maritime français et CMB Tech Euronav. Je vous invite à liker, à repartager et évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Je te souhaite une Merci. très belle fin d'assises et à très bientôt. Merci. Et puis, vous pouvez liker aussi, soutenir SOS Méditerranée sur nos réseaux Exactement, sociaux et exactement, éventuellement faire un don. exactement. Vous pouvez faire un don, Voilà. ils en ont besoin et vous soutiendrez vos sauveteurs en mer. Merci beaucoup, Émeric. Merci François, à bientôt.